son leadership européen. Alors, on va parler de tous ces sujets. Sur les sujets de fond, je vous propose qu'on commence par le nucléaire iranien, ce fameux accord signé en 2015, où en gros l'Iran abandonne son programme nucléaire en échange d'une levée de l'embargo. Trump, il est vent debout contre cet accord. Écoutez ce qu'il en disait, c'était encore hier et c'était encore dans le bureau ovale. It was a terrible deal. It should have never, ever been made. We could have made a good deal or a reasonable deal. The Iran deal was a terrible deal. We paid $150 billion. We gave $1.8 billion in cash. That's actual cash, barrels of cash. It's insane. It's ridiculous. It should have never been made, but we will be talking about it. Renaud Girard, peut-être un point de précision. Qu'est-ce que c'est que ces milliards d'argent liquide dont parle Trump ? C'était en fait de l'argent qui appartient aux Iraniens. C'était de l'argent iranien qui était bloqué à cause d'une politique de sanctions américaines à propos justement de ce programme nucléaire. Dès lors qu'un accord avait été négocié longuement par les États-Unis avec un rôle très important du secrétaire d'État Kerry, donc de l'administration Obama, à partir du moment évidemment où l'accord a été signé, ces sommes qui appartenaient aux Iraniens ont été simplement libérées. Voilà. Alors, maintenant sur le fond, donc, Trump dit cet accord est horrible, Emmanuel Macron, lui, le soutient. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Qui l'a emporté ? Alors, malheureusement, c'était une tâche très difficile de la part de Macron, parce que c'est vrai que Donald Trump, pendant sa campagne électorale, sans doute pour se démarquer d'Obama et des démocrates et de Hillary Clinton, et sans doute aussi sous la pression des lobbies pro-israéliens, de l'EPAC notamment, American Israeli Political Committee, Political Affairs Committee, eh bien, il avait promis de déchirer cet accord, qui est en fait un très grand accord diplomatique selon moi, cet accord où, effectivement, pour redevenir une puissance commerciale importante, ce qu'elle était dans les années 70, l'Iran accepte de ne pas être une puissance nucléaire. Et Trump veut déchirer cet accord. Et alors c'était très difficile parce qu'effectivement, Emmanuel Macron n'est pas parvenu à le faire changer d'avis. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Ce qu'il a essayé, et c'est très... Vous savez, on fait de la diplomatie, on essaye, et moi je trouve ça très beau d'essayer. C'est très difficile. Alors qu'est-ce qu'il a proposé ? Il a proposé qu'on passe d'une politique, d'une diplomatie de stabilité qui ne bouge pas, c'est-à-dire il y a un accord, il y a des gens qui veulent le détruire, à une genre de diplomatie dynamique. Il a dit, bon, on va faire une chaise à 4 pieds. Alors, l'Amérique n'aime pas le pied qui s'appelle le JCPOA, cet accord dont vous parlez du 14 juillet 2015, et je vais proposer donc de négocier 3 autres pieds pour cette chaise. L'un, c'est-à-dire la suspension de l'enrichissement d'uranium par les Iraniens au-delà de 2025, ce que prévoyait l'accord. Le deuxième, enfin, c'est le deuxième pied. Le troisième pied, c'est ouvrir une nouvelle négociation sur les missiles balistiques, c'est-à-dire que l'Iran a toute une politique de défense par les missiles, pas par les jets, ça c'est des Saoudiens, mais par les missiles. Mais eux-mêmes, d'ailleurs, ont plafonné la portée de leurs missiles à 2000 km, donc ils ne menacent pas l'Occident, mais ils menacent, évidemment, ils sont capables de frapper à la fois l'Arabie Saoudite et à la fois Israël, qui sont deux alliés des États-Unis. Et puis, le quatrième pilier qu'ils ont évoqué, c'est que tous les deux sont très inquiets de ce qu'ils appellent l'expansion de l'Iran, l'axe chiite, c'est-à-dire Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, c'est-à-dire l'accès maintenant de l'Iran à la Méditerranée, le vieux rêve de Cyrus, le vieux rêve des Perses qui est réalisé. Ils aimeraient revenir là-dessus, c'est-à-dire faire en sorte que l'Iran soit moins puissant dans la région et n'ait pas cette espèce de corridor vers la Méditerranée. Est-ce que alors, cette diplomatie dynamique a commencé, c'est-à-dire aujourd'hui même, là où nous parlons, les diplomates français et américains se concertent pour essayer de la mettre en œuvre. Est-ce que ça va être accepté par l'Iran ? Est-ce que ça va être possible ? Dès le 12 mai, peut-être que Trump prendra une décision de retour aux sanctions, ou peut-être qu'il ne prendra aucune décision. Et donc, s'il ne prend aucune décision, puisque le Congrès a refusé de reprendre ce dossier pour lui, s'il ne prend aucune décision, eh bien, les sanctions ne seront pas remises contre l'Iran. Il faut qu'il y ait une décision positive, un executive order du président pour que les sanctions soient remises contre l'Iran. Il faut attendre. C'est une dynamique. Ça va être, je pense, très difficile.
je donne 25 chances % que ça réussisse, mais ça vaut le coup d'être tenté. Ça vaut le coup d'être tenté. D'accord. Zéro, nous dit Georgi Kuzmanovic. Avant de recueillir vos points de vue sur ce sujet, je vous propose d'écouter un peu un résumé de ce que vient de nous dire Renaud Girard, mais dans la bouche cette fois d'Emmanuel Macron, sur ce qu'est la proposition française. Ni vous ni moi n'avons pour tempérament ou habitude de changer de position avec le gré du vent. Vous considérez que le deal iranien, le JCPOA, donc l'accord qui a été négocié en 2015 avec l'Iran, est un mauvais accord. Depuis plusieurs mois, je dis que ça n'est pas un accord suffisant, mais qu'il nous permet en tout cas d'avoir jusqu'en 2025 un contrôle sur les activités nucléaires. Nous souhaitons donc pouvoir désormais travailler sur un nouvel accord. Alexis Lacroix, je vois que cette porte ouverte semble vous agréer. Oui, il faut, écoutez, là c'est pareil, il faut être équanime dans le commentaire. Je trouve que les gens perdent un peu le sens de la... Je suis entièrement d'accord avec Renaud. Le président français, quand il va à Washington, dans le cadre de la discussion sur l'accord de 2015 avec l'Iran, joue son rôle. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal qu'il essaye d'ouvrir une porte de négociation, peut-être d'ailleurs sans y croire totalement. Je vais vous dire pourquoi. Car là, je rejoins Renaud. Je pense que Macron a quand même une très grande intelligence des développements géopolitiques dans la région. Et il sait que l'alliance saoudienne des États-Unis est aujourd'hui très resserrée. Elle est aujourd'hui beaucoup plus resserrée qu'il y a quelques années, pour une raison d'ailleurs, une des raisons du resserrement de cette alliance, qui explique peut-être aussi d'ailleurs la fermeté de Trump sur le dossier iranien, c'est le fait qu'entre Israël et l'Arabie saoudite, il y a de plus en plus de passerelles, notamment technologiques, mais qui dit passerelles technologiques dit également, vous le savez bien Guillaume, des passerelles militaires, enfin les complexes militaro-industriels d'Israël et d'Arabie saoudite sont de plus en plus en phase. Donc cela permet aussi effectivement au président américain de durcir sa position sur l'Iran. Mais vous voyez, moi je suis pragmatique. Quand on représente les intérêts de la France, on n'a pas à se rallier par principe à la position de Washington. Donc c'est vrai que Macron, il est porteur du point de vue de la France, c'est tout à fait légitime, mais il sait aussi, car c'est un homme intelligent et avisé, non mais attendez, il sait aussi, cher monsieur, que ses chances d'aboutir sur ce dossier-là, sur ce dossier iranien, sont faibles étant donné le rebasculement des tropismes géopolitiques des États-Unis vers son allié saoudien et en gros on va dire vers l'axe sunnite modéré, c'est-à-dire Égypte, Arabie saoudite et Israël alliés ensemble face au totalitarisme chiite. Au nom de l'équanimité à laquelle nous appelle Alexis Lacroix, on va maintenant passer la parole à Georgi Kuzmanovic. Honnêtement, il fait tout ce qu'il peut là, Emmanuel Macron. On veut dire, il avance ses arguments, il essaie de faire bouger Trump. Non, je vais prendre un tout petit peu de temps, comme l'a fait mon camarade, pour expliquer la situation, parce qu'il faut revenir un peu en arrière. Et en fait, tout ce qui s'est passé à Washington est un immense show d'une mise en adéquation complète de la diplomatie française avec les exigences de l'administration Trump. Écoutez, ça fait 15 ans je ne vous ai pas coupé. Ça fait 15 ans qu'on dit ça, je ne vous ai pas coupé. Donc, Donald Trump, son premier voyage international se fait effectivement à Riyad, où déjà il met un tacle à l'accord, et on comprend très bien quelle va être la course de sa présidence sur l'accord nucléaire. À ce moment-là... L'accord nucléaire avec l'Iran. Oui, avec l'accord nucléaire avec l'Iran. À ce moment-là, la France et les Européens, donc M. Macron, lui disent « c'est une très mauvaise idée, cet accord a été négocié ». On semble l'oublier parce qu'on parle de France et des États-Unis, mais avec l'Iran, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, mais aussi la Chine et la Russie. Alors pour faire revenir la Chine et la Russie sur cet accord, bonjour. C'est pour ça que je disais zéro. Il n'y a aucune chance. Ça a mis des années à se mettre sur pied cet accord. Et ce n'est pas les tweets de Trump qui vont convaincre ces diplomaties-là. Et on a... Qu'est-ce qu'il dit ? C'est Rouhani qui, voilà, ça, c'est Rouhani, le président Rouhani, voilà. qui dit tout le mal qu'il pense de l'attitude de Donald Trump et de sa volonté de revenir sur l'accord. Et il est bien obligé, le président Rouhani, de faire cela, puisqu'il fait partie des modérés du régime iranien, et qu'il a basé toute sa survie politique à lui et des modérés iraniens sur cet accord. Donc il est obligé d'en faire beaucoup, parce que derrière, il y a les gardiens de la révolution qui se frottent les mains et se disent « on va faire comme qui ? On va faire comme notre ami Kim Jong-un, qui est une dictature tout à fait sévère en Corée du Nord. Mais visiblement, Trump le trouve plus sympathique parce que lui, il a été suffisamment malin, il a tenu le coup sous les sanctions, il s'est construit une arme nucléaire, et maintenant, il a respecté, il sera reçu. Laissons passer, et c'est leur idée, et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Il va y avoir une rencontre, peut-être en Thaïlande. Mais c'est colossal. C'est colossal diplomatiquement. C'est un succès et c'est une protection que s'est offert la Corée du Nord et un message terrifiant
que donnent les États-Unis à tous les autres pays. Si vous êtes sûr de ne pas vouloir être attaqué par les États-Unis ou ses alliés, en l'occurrence l'Arabie Saoudite et Israël, puisque c'est ce qui s'en suivra. Mais non, mais l'Iran ne risque rien. C'est ce qui s'en suivra. C'est l'Iran qui est une dictature islamiste extrêmement dangereuse pour la paix du monde depuis 15 ans. C'est ça la réalité, oui, monsieur. Et donc l'Arabie Saoudite n'est pas une dictature islamiste qui finance le terrorisme mondial la diplomatie, et qui mène une guerre au Yémen. La diplomatie, monsieur, vous devriez le savoir. Vous qui êtes spécialiste de ces domaines, c'est le choix entre le mal et le moindre mal. Il apparaît qu'aujourd'hui, pour les Américains, c'est une réalité. Vous êtes obligé de partir de là. L'Arabie Saoudite, c'est le moindre mal par rapport à l'Iran. Non, mais c'est davantage de liberté politique et davantage de liberté religieuse en Iran qu'en Arabie Saoudite. Si vous voulez, par exemple, ouvrir une synagogue, pourquoi pas, les femmes peuvent en Téhéran, Saoudite, c'est demain vous l'ouvrez la synagogue à Téhéran. Essayez d'ouvrir une synagogue chez nos amis saoudiens. Essayez juste. Je propose que nous écoutions pendant quelques instants encore la conclusion de Georges Kuzmanovic. Il y a déjà eu un changement il y a quelques semaines de la part de Macron qui a envoyé Le Drian pour faire un préambule aux renégociations à l'accord nucléaire iranien sur les missiles balistiques. Donc exactement ce qu'exige Trump. On voit là, c'est un alignement total aux exigences de Donald Trump. Il n'y aura pas de plan B. Le plan B est inexistant. C'est un propos de M. Macron et il n'est pas indépendant. Quand la France était indépendante, c'était encore en 2003. Et il me semble que le président Chirac et le président Schröder n'étaient pas des exemples de bolchevisme échevelé, mais ensemble, Union européenne, ils ont dit non à la guerre en Irak. Villepin a fait le chant du cygne de la diplomatie française et de son indépendance à l'ONU. Macron ne défend pas les intérêts de la France. Pas toute l'Union européenne, parce que l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, qui ne sont pas des petits pays, et la Pologne ne nous ont pas suivis là-dessus. Mais maintenant, Merkel la France, pleure l'Allemagne et la Belgique. Et je vous donne des points de vue de nos internautes. Isaac Gali qui nous dit « Si les États-Unis reviennent sur leurs paroles vis-à-vis de l'Iran, comment peuvent-ils prétendre pouvoir négocier avec la Corée du Nord sur le nucléaire? Leur parole ne vaudra plus rien. » Marie-Claire Lamoine qui nous... qui est lourd. C'est un argument plein de poids, il faut reconnaître. Voilà. Féliciter notre vous dites, absolument, bravo Isaac Gali. Vous voyez, notre chroniqueur diplomatique apprécie cet argument qui est fort. Marie-Claire Lamoine qui nous dit quoi que le peuple français fasse, Macron ne l'écoute pas. Préoccupation plus de politique intérieure. Et Jean-Pierre Lenoir, qui lui aussi est équanime, dit ils sont tous les deux gagnants. Frédéric Dabi. Je ferai beaucoup plus court que les intervenants précédents parce que j'ai peu de choses à dire sur le regard de l'opinion sur cette question. Ce n'est pas un sujet constitué et parce qu'il est technique, parce qu'il est compliqué. Pour autant, dans notre baromètre fait tous les 2-3 ans sur les pays qui menacent le plus la paix dans le monde, l'Iran est très très haut dans le classement avec l'Irak, la Syrie et la Russie. Et c'est vrai que l'accord iranien, c'est de la perception, c'est le regard des Français, l'accord iranien n'a en rien, je dirais, modifié le regard des Français sur la moindre dangerosité de l'Iran. Maintenant, c'est vrai que ce sont des sujets qui ont peu de chances d'impacter le regard qu'ont les Français sur Emmanuel Macron. Je noterai quand même que, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, le fait que son bilan le plus positif relève de la politique internationale, quel changement par rapport à la campagne présidentielle il y a un an, où il était vu comme très inexpérimenté, voire ignorant des questions internationales. De ce point de vue-là, il a gagné une vraie crédibilité chez la plupart des Français. Un autre point, sur la COP21, Trump a bougé ou pas? Le dossier a... Non, il ne s'est rien passé là. Il n'a pas bougé du tout. Pour que les auditeurs comprennent bien, il faut voir qu'il y a